excusez-moi. Donc bonjour, bonjour à tous. Donc Frédéric Bartour, en effet délégué général du MEDEF Pays de la Loire. Alors je suis référente cybersécurité pour le MEDEF sur le plan régional, mais pas pour plus experte que ça. Donc je suis assez curieuse de tout ce que je vais entendre aussi aujourd'hui. J'ai encore beaucoup à apprendre. Je suis ravie donc d'accueillir nos 4 invités. Je vais les représenter à nouveau. Donc le capitaine Jean-Marc Vignon, encore plus fier parce que le MEDEF est co-signataire d'une convention avec la gendarmerie sur ces sujets de cybersécurité. Hervé Troilic, donc directeur d'Imenity by Niji, alors qui est partenaire du Digital Change, on l'a entendu juste avant, mais vous nous expliquerez quelle est la particularité donc de ce nouveau nom dans votre groupe. Enfin, Anne Doré, donc fondateur d'Adel, donc consultante sur ces sujets, experte et même co-autrice, vous allez nous en parler d'un livre sur le sujet. Et puis enfin, notre victime de la journée, vous nous expliquerez l'aventure malheureuse, mais réussie au final, donc qu'a vécu Ouest France, donc Monsieur Fabrice Bazard. Alors, pardon ? Bonjour. Donc, en fait, on parle de cybersécurité, on le voit depuis des années, c'est en hausse, ça ne s'arrête plus, on parle d'explosion. Donc j'aimerais savoir déjà dans ce contexte si c'est une réalité. On aurait pu espérer que la période Covid et puis toutes les formes de télétravail ont poussé les entreprises peut-être à se sécuriser, mais est-ce bien le cas? Ça, vous allez pouvoir aussi nous le dire. Enfin, une question, est-ce que tout le monde est concerné? Est-ce qu'il y a une taille d'entreprise plutôt visée, des secteurs, etc. Voilà. Si vous pouviez nous décrire un petit peu cette réalité en France, mais même à l'étranger, on a vu dans l'année 2021 d'énormes groupes, des sociétés d'assurance bancaire concernés par des cas très graves, des formes en plus cyber différentes. Voilà, donc c'est vraiment un contexte général qu'on attend. Capitaine Vignon, c'est peut-être vous qui allez démarrer ce débat? Oui, bonjour. Effectivement, depuis quelques années, on a pu constater une forte augmentation des faits cyber. L'ANSSI a annoncé pour 2020 4 fois plus d'attaques et parmi ces attaques, une augmentation des rançongiciels de 255%. Donc ça montre bien la proportion que ça prend. Et tous les ans, on a des nouveaux faits qui sortent avec des entreprises aussi qui sont peut-être un peu moins frileuses et qui viennent plus au contact, qui viennent déposer plainte, qui permet d'avoir un suivi de ces dossiers-là. Donc oui, on peut clairement parler d'une explosion de ces faits en France comme à l'étranger. Les attaquants aujourd'hui sont dématérialisés un peu partout dans le monde. Ils ne se posent pas nécessairement la question de savoir quelle entité ils attaquent au moment où ils le font. Ils ont trouvé une faille de sécurité ou ils l'ont acheté sur le dark web et ils exploitent avec des virus d'équipe. Donc ça peut être du particulier, ça peut être de l'entreprise, ça peut être. Il n'y a pas de profil particulier en la matière. Oui, donc on le verra, il faudra que tout le monde apprenne à se protéger au quotidien, à l'avenir, parce qu'on est donc tous concernés. Peut-être un petit complément sur ces données contextuelles? Alors moi j'avais effectivement les mêmes chiffres que vous, donc effectivement une augmentation 4 fois plus de signalements. Alors que ce sont les signalements, c'est vrai que tout le monde ne se signale pas. Et l'autre chiffre, c'est à peu près, donc ce qu'on dit aujourd'hui, c'est à peu près une entreprise sur 2. C'est 50% du tissu économique en fait qui est touché par des problèmes de cybersécurité, donc avec plus ou moins d'importance. Mais c'est ce chiffre-là qu'il faut avoir en tête. Ouais. Oui, ce que vous parliez de signalement, ça veut dire que, et ça c'est un message que vous lancez, c'est qu'il faut porter plainte, il faut se signaler, il ne faut pas rester isolé, quoi. Oui, c'est une nécessité, notamment pour les entreprises. Les deux mots d'ordre, c'est ne pas payer de rançon et déposer plainte, clairement, oui. Je rajouterais juste un élément qui est important, c'est que la France, en fait, est sur le podium des pays les plus attaqués. L'Europe, pendant le confinement et la crise Covid, a été particulièrement touchée, plus que les autres plaques géographiques. Et au sein de l'Europe, la France fait partie du trio qui est le plus attaqué. Donc c'est extrêmement important. Et le président de la Banque européenne, enfin la Banque fédérale
américaine, a déclaré que le plus gros risque économique au niveau mondial aujourd'hui, c'est le risque cyber. Donc ça veut dire que ce risque cyber, évidemment, retombe sur chaque entreprise, quelle que soit sa taille et quel que soit son secteur d'activité. Peut-être pour témoigner côté Ouest France, on ne se posait pas la question est-ce qu'on sera attaqué ou pas. La question, c'était quand. Parce qu'on est lucide là-dessus. Je pense que, hélas, toutes les entreprises seront touchées à un moment donné. Et même si on a été touché, on s'est dit c'est quand la prochaine fois. Et donc ça, il faut vraiment avoir ça en tête. Plus personne maintenant ne peut échapper à ça. Donc j'y reviendrai tout à l'heure. Donc c'est très important de l'anticiper, très important de s'entraîner et très important d'envisager des plans B, puisque évidemment le retour à la normale, ça ne se fait pas en quelques jours. Une entreprise, justement, on peut, vous disiez 1 sur 2, mais elle peut ne pas avoir conscience qu'elle a été attaquée? Alors, c'est vrai que la révélation de l'attaque par des choses qui sont assez spectaculaires, comme le chiffrement des machines, des choses comme ça, en fait, c'est la partie émergée de l'iceberg. En fait, la première chose qu'on fait quand on arrive aussi, c'est d'essayer de retrouver ce qu'on appelle les indices de compromission, c'est-à-dire de remonter en fait le chemin de l'attaque et notamment déterminer depuis combien de temps les attaquants étaient dans le système. Parce qu'en fait, ils peuvent être là depuis plus longtemps, avoir préparé en fait leur attaque depuis un certain temps, et notamment, par exemple, avoir exfiltré de l'information, pris possession de beaucoup de composants du réseau informatique. Et ça, c'est la plus mauvaise nouvelle. Parce qu'à partir du moment où on s'est rendu compte de ça, malheureusement, on sait que c'est l'ensemble du système d'information qui peut être compromis. Et là, c'est une très mauvaise nouvelle pour les équipes, parce que c'est-à-dire qu'il faut tout remonter de zéro. Et notamment, par exemple, les sauvegardes, savoir à partir de quelle date de sauvegarde on peut remonter en ayant confiance que ce qu'on va remonter n'est pas lui-même contaminé. Enfin, c'est très, très, très préoccupant. Pour vous donner dans notre cas, 2 chiffres, les agents dormants, puisque ce sont des agents dormants au départ, avant l'attaque, de façon assez massive, étaient positionnés 30 jours avant. Donc effectivement, quand vous restaurez des sauvegardes, il faut qu'elles soient antérieures à cette date. Et l'origine de l'attaque, les premiers indices, sont quasiment 1 an avant. Donc vous voyez un peu la préparation, ce n'est pas des hackers dans le garage, c'était pas des débutants, vraiment des organisations, des gens très compétents et des communautés. Justement, qui sont-ils? On arrive à les identifier aujourd'hui. Vous dites qu'ils viennent de partout, mais ils ont évolué. J'ai même vu que certaines entreprises intégraient des hackers, alors plus soft évidemment, pour tester leur propre système. Donc on arrive à identifier... Ce sont des groupes en général. Alors, après, il y a deux types. Je pense dans votre cas, c'était vraiment un groupe parce que s'ils étaient là depuis plus longtemps, je pense que voilà. Donc le but aussi de trouver des indices, c'est un peu trouver l'empreinte. Avec l'empreinte, on est capable d'identifier si oui ou non c'est bien le groupe qu'on pense qu'il est. Parce qu'après, il y a des revendications aussi. Donc quand c'est un groupe, on arrive à avoir des modes opératoires. Et en fonction des modes opératoires, voilà, on arrive à savoir qui c'est. Mais parfois, ce sont des gens qui ont récupéré, qui ont acheté des kits. Alors ceux-là sont moins performants que les autres. Eux, ils utilisent en fait des valises en fait quelque part avec tout le kit pour exploiter les failles. Et là, bon, je dirais c'est moins grave d'une certaine manière parce qu'ils sont moins professionnels et donc c'est plus facile quelque part de se rétablir. En fait, vous avez 4 grandes catégories selon l'ANSSI. Vous avez les groupes para-étatiques ou des attaques pour influencer des élections, etc. Vous avez les activistes, par exemple, qui vont vouloir, sur des thématiques bien particulières, saboter une entreprise ou salir l'image, la réputation d'une entreprise. Après, vous avez la cybercriminalité. Et donc là, vous avez les mafias qui investissent lourdement dans la cybersécurité, dans la cyberattaque, parce que vous avez un retour sur investissement qui est absolument incroyable et sur un risque légal, juridique qui est très, très faible. Et puis après, vous aurez toujours des criminels qui essaieront de rentrer dans un système juste pour le plaisir de nuire, si je peux me permettre l'expression. Mais je pense qu'il y a une chose qu'on n'a pas évoquée, qui est extrêmement très importante, c'est qu'on évoque les attaques qui sont visibles. Il y a une chose qui est de plus en plus aussi à prendre en considération, c'est l'espionnage. Et c'est en fait comment on rentre dans vos systèmes d'information en se faisant le plus discret possible pour capter des informations, un savoir-faire, des données commerciales au fil de l'eau. Et là, les attaquants vont se rendre le plus discret possible avec la seule volonté de pouvoir rester le plus longtemps possible au sein de vos systèmes d'information pour capter le maximum d'informations. Et donc ça, c'est un sujet aussi que l'ANSSI attire sur lequel il faut renforcer son attention parce que c'est de l'espionnage industriel et qui concerne
encore une fois, toutes les entreprises, quelle que soit leur taille. Oui, alors j'allais reposer la question justement de cette taille d'entreprise, parce que, je sais pas, moi j'ai 10 salariés, j'ai une activité de distribution, je me dis, je suis pas trop concernée par ces sujets, je ne vois pas la mafia s'intéresser à mon activité, enfin, donc finalement je vais peut-être pas faire grand-chose, ça ne va pas arriver, continuons comme ça. Est-ce qu'il y a un message à faire passer aussi à ces chefs d'entreprise-là? Alors là, il y a pas. Alors là, franchement, tout le monde est la cible. Pour vous donner une idée, quand il y a une nouvelle vulnérabilité qui sort sur un composant logiciel utilisé sur Internet, en moins de 2 minutes, il y a des scanners automatisés sur tout l'Internet qui scannent toutes les IP, toutes les adresses IP de l'Internet pour vérifier cette vulnérabilité. Ça vous donne l'idée un peu du côté industriel et du côté massif de tout ça. C'est-à-dire que derrière, qu'on soit une PME, un particulier ou une grande entreprise, on est scanné comme les autres. Donc il n'y a pas de règle là-dessus. Oui. Et enfin, pour compléter ce que disait monsieur, là en 2021, sur la région, on a en gros 20% de cas de rançongiciel sur des particuliers, 20% sur des entreprises de la santé, 20% sur des artisans, 20% sur des entreprises. C'est vraiment très, très équilibré. Ouais, c'est un effet intéressant de rappeler ça, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde ait encore conscience en fait, de son propre risque. Et quand vous êtes une petite structure en sous-traitance d'un grand groupe, par exemple, vous pouvez être aussi considéré comme étant le maillon faible dans une chaîne par rapport à un grand groupe qui va être plus protégé. Et du coup, en fait, comme les attaques sont aussi de plus en plus sophistiquées, c'est par exemple difficile d'aller s'attaquer directement à un groupe de CAC 40. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On prend les fournisseurs, on prend les sous-traitants, et en fait, on fait comme les saumons, on remonte le courant à contre-courant. Et là, en fait, ils rentrent par les fournisseurs, les sous-traitants pour atteindre les grands groupes. Donc, en fait, lorsque vous êtes un sous-traitant, une petite structure, vous êtes intéressant en tant que tel, mais aussi parce que vous pouvez aussi ouvrir une porte d'accès pour d'autres entreprises. Et c'est extrêmement important, c'est votre crédibilité et c'est aussi votre valeur ajoutée par rapport à votre écosystème qu'il faut prendre en considération. Alors on va peut-être justement là vous écouter, Monsieur Bazard, parce que c'est toute une histoire que vous allez pouvoir nous raconter, concrète. On va être un peu chronométré. Ah bah, ça y est, j'ai retrouvé mon compteur justement. Mais j'aimerais que vous nous expliquiez ce qui est arrivé à Ouest France et puis comment vous avez réussi à régler le problème. Je crois que vous étiez déjà un habitué du sujet. Hein. Oui, bon, je suis passé par la banque, donc forcément le secteur bancaire est attaqué depuis longtemps, donc on était sensibilisés. Alors, pour refaire l'histoire, déjà on se souvient de la date et de l'heure, puisque c'est des chocs pour les entreprises, évidemment, même si vous êtes préparés. Donc chez nous, c'était le 20 novembre 2020 à 23h42, pour être précis. Donc ça a commencé là. Et la grosse évolution, à mon avis, de ces derniers mois ou de ces dernières années, c'est que, on l'a dit tout à l'heure, ce sont des professionnels, pour la plupart, et donc ça va très vite parce qu'ils se sont préparés. Et donc le chiffrement, parce que c'était un ransomware en ce qui nous concerne, donc le chiffrement de nos environnements Windows, puisqu'ils s'attaquaient de façon privilégiée à ces environnements-là, et c'est fait en 1 heure, les dégâts étaient faits, même moins d'1 heure. C'est-à-dire donc, pour donner l'ordre de grandeur, c'est 250 serveurs qui étaient chiffrés, c'est l'ordre de grandeur chez Ouest France. Plus des postes de travail, évidemment. Alors, les deux chances que l'on a eues, c'est qu'il y avait la crise sanitaire, donc il y avait beaucoup de télétravail. Et donc, quand vous êtes en télétravail, forcément, les postes distants ne sont pas attaqués, en tout cas directement. Et la deuxième chance que l'on a, qui est liée à notre activité, parce que ces attaquants, c'est le soir, la nuit, la preuve, et souvent un vendredi soir, puisque les entreprises ferment le week-end. Et donc ça leur laisse beaucoup de temps pour faire le dégât maximal. Et nous, par rapport à notre activité, on a des gens qui sont présents, on a un journal à sortir, donc des gens étaient présents à 23h42, et très vite on l'a vu, puisque des rançons ont été édités sur des imprimantes du groupe, donc on a su tout de suite de quoi il s'agissait. Et on s'est isolé, puisque c'est le premier réflexe qui est très important. Et après, on fait une activité très particulière, puisqu'on n'a pas de stock. On est une entreprise qui sort un journal, qui informe en temps réel. Et donc, la question qui s'est posée tout de suite, mais celle-là, on y avait déjà un peu répondu en réfléchissant, c'est est-ce qu'on ferme la boutique, la maison, ce que font beaucoup d'entreprises, et c'est souvent d'ailleurs, et c'est logique, le conseil des spécialistes, isolez-vous. C'est comme un vrai virus, isolez-vous. Et nous,
on avait répondu à ça par la négative. On est un média, donc on a une mission d'information qui l'emporte sur tout. Et donc, il fallait qu'on soit en capacité de sortir le journal, parce que l'industriel était touché aussi. Ça ne se concentrait pas que sur les services administratifs ou sur l'informatique. Ça se propageait jusqu'à l'industriel. Donc, on a tout fait pour sortir le journal, alors en mode dégradé, au lieu d'avoir 50 parutions différentes, on n'en avait qu'une le samedi soir, mais on l'a sorti. Et on a pris une décision un peu courageuse, qui a été d'ouvrir le samedi matin, dès 7 heures de mémoire, le site internet. Donc, ce qui est la pire des situations, puisque vous réouvrez vos canaux et potentiellement aux hackers. Donc ça, on l'a fait. Et donc on s'est fait aider tout de suite. C'est pour ça qu'il faut l'avoir préparé. Alors on travaille avec une société spécialiste. Alors il y en a d'autres, mais nous on travaille avec Orange Cyber. Et le samedi, dès 6 heures du matin, ils étaient présents. L'ANSSI est venu en soutien aussi immédiatement. Il faut les saluer. Ils ont évidemment une vision très large et ils sont là. Et après, peut-être le message à ce stade le plus important que je peux passer, c'est pas un sujet informatique. Il y a bien sûr des impacts, des choses à prévoir côté technologique, mais c'est d'abord un sujet d'entreprise, et donc cellule de crise 3 fois par jour dès le samedi matin, et animée par notre président. Parce que les questions qui se posent tout de suite sont bien évidemment des questions business. Je viens d'en parler avec qu'est-ce qu'on fait ce soir, qu'est-ce qu'on est capable de faire, et des sujets de communication. Et là... alors maintenant, d'autres l'ont fait, mais je pense qu'on était parmi les premiers à le faire. On a pris la décision immédiatement, là aussi parce qu'on est aussi un média, on a un devoir d'information et de pédagogie quelque part. On a pris la décision d'être transparent et de communiquer sur le sujet. Donc on a communiqué très vite auprès de nos lecteurs. Déjà, ils voyaient que leur journal n'était pas le journal habituel. On a communiqué auprès de toutes les parties prenantes. Il n'y a pas un fournisseur, un client B2B qui n'a pas été informé, alors pas tout de suite, mais dès le début de la semaine suivante. Et ça, je pense que c'est fondamental, parce que si vous ne le faites pas, de toute façon, ça se sait, vos salariés potentiellement peuvent en parler, il y a des réseaux sociaux ou autres. Des clients, et qui le voient. Et donc, nous, on a estimé que c'était fondamental de communiquer, et donc, on a envoyé un courrier, des mails à tous les gens qui étaient en contact avec nous. Et je pense que c'est fondamental, parce que cette transparence crée de la confiance. Et la confiance, à un moment donné, elle devient essentielle, parce qu'on a des grands comptes et des moyens comptes qui étaient en relation avec nous, qui nous ont blacklisté, évidemment, tout de suite. Le domaine ouestfrance.fr, jusqu'au mail, c'est tout le domaine, était bloqué par ces grands comptes. Et à un moment donné, dans le retour à la normale, il faut que vous soyez whitelisté. On a besoin de travailler avec ces gens-là. Et si vous avez créé de la confiance, si vous avez créé de la transparence, eh bien, assez naturellement, ils vont vous faire confiance plus vite et vous accepter. Donc ça, c'était très important, c'était un peu original, mais je vois que d'autres le font. On parlait d'un fabricant de bateaux dans l'Ouest qui a eu une attaque, et il a communiqué aussi de façon ouverte, et c'est bien. La preuve, on le fait encore aujourd'hui. Et puis... on est disponible pour des entreprises. On n'a pas la prétention de tout savoir. S'il y a d'autres attaques, on aura peut-être des dégâts, mais on est capable de témoigner, la preuve, et de donner quelques conseils. Je vais vous laisser la parole, justement, parce que cette communication que vous avez faite, elle est un peu plus originale, j'allais dire, dans le sens où beaucoup d'entreprises, ne se signalent pas, ne portent pas plainte, mais surtout ne communiquent pas ou communiquent mal sur le sujet. Et là, je pense que nos deux conseils vont être de bons conseils, puisque on vient de voir deux sujets, c'est cette communication et surtout cette préparation de gestion de crise. Et vous le disiez, ce n'est pas qu'un sujet informatique, on n'est pas sur du digital et que technique, c'est vraiment un sujet du dirigeant d'entreprise et sa stratégie d'entreprise. Opérationnel, oui. C'est ça, moi, je trouve remarquable dans ce qui vous est arrivé. En fait, c'est effectivement déjà le fait de communiquer. Donc ça, je vous rejoins totalement là-dessus. C'est au moins aussi important que de répondre à l'incident. Et puis l'autre point, c'est ça, c'est d'avoir été capable de remonter le journal, même en mode dégradé, parce que vous n'aviez pas le choix, en fait. Et cette question-là, toutes les entreprises ne sont pas soumises à la même contrainte. Donc c'est une question que nous, on pose tout le temps. C'est qu'est-ce que vous êtes capable d'encaisser comme délai sur votre production ou sur les services que vous vendez avant de pouvoir remonter quelque chose. Et vous, dans votre cas, ce n'était pas possible. Et moi, je trouvais ça
hyper prenant, hyper intéressant et hyper touchy en fait d'avoir été capable de faire ça. C'est chapeau quoi, parce que vraiment c'était pas gagné quoi. Alors peut-être quand même pour toucher un mot de l'informatique, hein, parce qu'il y a quand même des sujets évidemment technologiques. Donc en fait on avait décidé qu'en cas d'attaque de ce type, en cas de sinistre de ce type, les opérations opérationnelles seraient pilotées par notre RSSI. Et je pense que la chance qu'on avait, c'est que notre RSSI était notre ancien DSI. Donc si j'ai un message à passer, les RSSI, ce n'est pas un poste anecdotique. Hein, et il faut y mettre des compétences importantes. Et là, on a eu la chance d'avoir quelqu'un de brillant qui a pu mener des opérations de protection et de reconstruction de façon incroyable parce qu'il avait une vision totalement transversale des process, des métiers et du système d'information. Ça, c'est... Excuse-moi, mais c'est vrai. Ce que j'allais dire, en fait, de la cybersécurité, c'est vraiment une approche transverse. C'est évidemment, il y a un pilier qui est informatique qui est absolument important, mais on l'a dit avant, c'est des processus, une organisation qui est mise en place, une gestion de crise, ça se prépare, parce qu'en fait, avoir une gestion de crise qui ne soit pas préparée, c'est générer une crise dans la crise. Si votre plan de communication, vous ne savez pas qu'est-ce que vous devez communiquer, quels sont les éléments que vous devez communiquer, et parfois on parle, il y a des entreprises qui se retrouvent sans moyens de communication. Donc aujourd'hui, demain, vous êtes complètement bloqué. Quels sont les outils de communication que vous allez utiliser pour échanger avec vos collaborateurs, échanger avec vos fournisseurs à l'extérieur? Si tout votre système mail est bloqué, comment faites-vous? Donc il y a à la fois les outils et après le contenu. Et ce qu'on disait, il y a une communication vers l'intérieur, vers les collaborateurs et vers l'extérieur. Et ça reste une problématique de direction générale. Ça, c'est très important parce que toute crise a un impact financier sur l'entreprise, un impact économique, et qui porte cette responsabilité au sein de l'entreprise, ce sont l'ensemble des dirigeants, et notamment le directeur général. Je rebondis sur ce que vous disiez sur le RSSI, parce qu'on se trompe souvent finalement quand on prend un RSSI, souvent on se trompe sur ce qu'on attend de lui. Et je vous rejoins, pour moi, ce qu'on attend d'un RSSI, c'est qu'il ait une vision globale de ce qui se passe dans l'entreprise, aussi bien de ce qui se passe qui est bon, de ce qui se passe qui est moins bon. On lui demande un niveau de maîtrise globale. Et c'est ça qui est important, c'est qu'il faut qu'il connaisse les choses, plus que être dans, je dirais, l'incantation ou la volonté de bien faire, c'est bien, mais maîtriser ce qui se passe dans son entreprise, c'est ça qu'on attend du RSSI. Et dans de plus en plus d'entreprises, en fait, le RSSI n'est plus rattaché au DSI. Il est rattaché à un membre du COMEX, il est rattaché responsable des opérations, justement pour ne pas être jugé parti et aussi pour avoir cette vision transversale et pas uniquement informatique. Donc on a vu que la communication et cette préparation de gestion de crise, c'était essentiel. Mais quand on n'a pas toutes ces ressources humaines dans son entreprise, comment on fait? Pas de DSI, pas de RSSI quels conseils vous donnez? On va commencer à parler un petit peu de prévention. Là, on a eu un exemple, je pense qu'aussi, Anne, vous pourriez peut-être nous donner, vous parliez de risques financiers, économiques, mais aussi des risques humains. Parfois, c'est juste l'atteinte à la personne. Donc peut-être avec 2 ou 3 autres exemples, on pourra commencer à aborder le sujet donc, de la prévention, comment se prémunir de ces cyberattaques. Le risque humain, on l'a vu avec les attaques sur les CHU. Hein. Il y a eu quelques attaques CHU de Rouen, le CHU de Poitiers, où tout le personnel soignant s'est retrouvé dans l'incapacité de connaître les régimes alimentaires ou les traitements médicaux pour chaque patient. Donc c'est quand même juste un gros problème. Donc ça, c'est un risque humain qui est absolument direct. Vous pouvez aussi avoir un risque humain, on l'a vu, je crois que c'est à Miami, où en fait l'usine de traitement des eaux avait été attaquée, fait l'objet d'une cyberattaque. Et quand vous attaquez l'usine de traitement des eaux et qui génère l'eau potable pour une ville d'envergure, évidemment, vous avez un risque derrière humain qui est absolument important. Et vous avez un 3e type de risque humain, on en parlait hier, dans le cas de lorsque vous avez des collaborateurs qui se déplacent, c'est leur intégrité, si en fait l'intégrité de leur poste de travail est corrompue et peut générer des choses, des désagréments personnels pour eux ou pour l'entreprise. Donc en fait, il y a forcément, il faut prendre ce facteur humain en considération. C'est extrêmement important, oui. Capitaine, dans
tous les cas que vous avez pu voir, connaître, donc toute taille d'entreprise. Qu'est-ce que vous conseillez, vous, qui n'êtes pas consultant technique sur le sujet, mais vraiment au cœur de l'action, à des entreprises qui n'ont pas la ressource humaine pour régler donc ce genre de problème? Comme disait M. Bazard tout à l'heure, la première question à se poser, c'est pas forcément si je vais être attaqué, mais quand ça va arriver. À partir du moment où on est capable de se poser cette question-là, derrière, forcément, on va avoir un cheminement intellectuel qui va amener vers une deuxième question qui est combien de temps il me faudra pour me relever et est-ce que mon activité principale est préservée. Donc nous, on essaye vraiment d'axer les conseils là-dessus, avec après on rentre plus dans le technique, avec les questions de sauvegarde, les questions de mise à jour des systèmes, les questions de cloisonnement de réseau qui sont importantes à prendre en compte. Mais oui, la première question c'est combien de temps et est-ce que ce temps dont j'ai besoin pour me relever mettra à mal la vie de mon entreprise? Est-ce que je pourrais continuer de travailler ou est-ce qu'il sera trop tard? En fait, dans les faits, on se rend compte que même quand on se pose ces questions qui sont réelles et qu'il faut se poser, malgré tout, on n'est pas prêt. C'est-à-dire, on n'envisage pas, on ne se rend pas compte de ce que c'est, sauf quand on l'a vécu. Et donc, c'est très difficile de réussir à convaincre des entreprises de bien se préparer. Donc, en fait, moi, ce que je pense, c'est que c'est la stratégie du petit pas, c'est-à-dire il y a des principes de base qu'il faut avoir en tête, effectivement. Par exemple, pour des structures qui n'ont pas forcément un DSI ou même un minima un RSSI, par exemple, c'est les contrats de prestation qu'on a. On a tous des prestataires informatiques. Est-ce que les contrats les clauses des contrats sont bien respectées? Est-ce qu'il ne manque pas des clauses, par exemple, dans les contrats sur des délais d'intervention, sur la qualité des sauvegardes, des choses de base en fait, qui ne font pas qu'on est déjà en train de se dire il va y avoir une crise, mais que déjà on se dit voilà, ça c'est le socle. Qui doit être absolument là pour que au moins le jour où ça arrive, on sait qu'on a des gens qui peuvent intervenir, même si ce ne sont pas des spécialistes de la cybersécurité. Et puis ça peut aussi se faire accompagner, d'avoir une assurance aussi, une assurance cyber, ça permet de pouvoir payer les frais de gestion de crise et l'intervention des consultants. Après, ça dépend de la couverture de l'assurance, mais je pense qu'avoir une assurance cyber aujourd'hui, c'est indispensable. Et puis justement, l'assureur peut être aussi source de conseils et d'accompagnement. Puis après, moi, j'encourage quand même l'ANSSI, enfin, c'est l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, a des guides qui sont très didactiques et qui sont très accessibles. Je dirais même, alors parfois ils ont des guides très techniques, mais parfois moins techniques. Par exemple, ils ont le guide du voyageur qui est accessible et lisible par tout le monde. Et je pense que c'est l'intérêt de tout le monde d'aller se protéger, parce que tout à l'heure, j'ai juste oublié, on parlait d'impact humain, mais le harcèlement moral ou même les adolescents, c'est aussi une cyberattaque, c'est une forme de... Voilà, donc juste par rapport à tous ces sujets-là, la sensibilisation touche tout le monde, tous les dirigeants et aussi l'ensemble des familles et des individus. Peut-être, pour revenir sur Ouest France, il faut avoir un état d'esprit à se dire que même si on anticipe, même si on fait des choses, de toute façon, le zéro risque, la solution parfaite, elle n'existe pas. Donc on sera, quoi qu'il arrive, touché et on aura des dégâts. Et pour vous donner 3 cas concrets qu'on a appris finalement de cette expérience il y a presque un an, je réinsiste sur un des points que vous avez cités, c'est le cloisonnement réseau est quelque chose de fondamental et on est en train d'aller encore plus loin dans ce cloisonnement réseau, dans le filtrage des flux que l'on accepte. Donc sans rentrer dans la technique, il y a un vrai sujet très important qui est de ce côté-là. Côté poste de travail, les antivirus, il faut avoir ça en tête, c'est pas suffisant, quel qu'il soit. Certaines entreprises. On a tous l'impression que je disais le firewall, l'antivirus, c'est bon. Les antivirus, certaines entreprises en mettent même 2, mais même 2, c'est pas suffisant. Donc, il faut absolument installer ce qui s'appelle des EDR. Donc, ils sont des logiciels intelligents qui sont capables de détecter des comportements anormaux sur les postes de travail et lever les doutes parce qu'il peut y avoir des faux positifs. Donc, ça, c'est fondamental. Et quelque chose de basique, mais qu'il faut aussi avoir en tête, les sauvegardes. Et les sauvegardes en ligne, alors là, on pourrait parler aussi d'un acteur français très important qui a eu un sinistre il n'y a pas longtemps, mais qui a quand même réussi à démontrer que des sauvegardes d'une salle à l'autre
ce n'était pas suffisant, qu'il fallait aussi être certain d'avoir des sauvegardes froides que l'on met sur des sites distants. Donc ça, c'est du B à bas, on revient à l'ancienne, mais il ne faut jamais oublier ça. Et nous, on avait une faille sur un de nos environnements, c'est que toute la chaîne de sauvegarde jusqu'au support physique était sur Windows. Et quand vous avez un virus qui vous attaque sur ces environnements Windows, évidemment, il va se propager de bout en bout. Donc il faut avoir le réflexe, et ça c'est dur pour des DSI, d'avoir une rupture technologique quelque part, pour que notamment votre environnement de secours, il soit sur des environnements différents de celui qui est l'environnement de production. Donc voilà, c'est plein de choses comme ça qu'on peut anticiper, mais hélas, pas toutes. Et donc, je reboucle avec l'introduction. Donc, de toute façon, il faut avoir envisagé le plan B, parce qu'à un moment donné, c'est un mode dégradé qui devra s'activer. Et si vous ne l'avez pas anticipé, vous ne pouvez pas l'imaginer en quelques heures. Mais là, on devient très technique, mais je pense que aussi sur les processus métiers, par exemple, lorsqu'on met en place un nouveau processus métier, aujourd'hui, on ne peut pas 10 années définir un nouveau processus métier sans se poser la question de où est mon risque métier, où est-ce mon risque cyber, pardon, dans ce processus. Par exemple, si j'échange des fichiers Excel avec des fournisseurs de droite et de gauche, chaque échange de fichiers avec l'extérieur est un risque cyber. Donc il faut faire du cyber bad design, ça c'est important. Et puis après, il y a un autre facteur qui est extrêmement important, c'est le facteur humain et l'action de sensibilisation et de comportement. Aujourd'hui, vous avez des forces de vente qui voyagent ou qui sont même à travers la France ou même au niveau régional. Il faut que chacun pense à avoir un certain nombre de bonnes conduites par rapport avec l'utilisation du Wi-Fi dans les hôtels, sur des Wi-Fi de la gare. Non, on ne fait pas parce que c'est les Wi-Fi publics, c'est pas sécurisé, etc. Donc ça passe par des actions de sensibilisation qui sont extrêmement fortes. Aujourd'hui, il y a 90% du risque cyber qui relève du facteur humain. Donc ça, c'est extrêmement important. Et on voit au niveau des grands groupes, les groupes qui sont les plus matures, en général, c'est les groupes où le directeur général a pris le sujet à bras-le-corps et a fait de la cybersécurité un sujet déterminant, un sujet qu'il a intégré dans la culture d'entreprise. Parce qu'à chaque fois qu'il parle de ses collaborateurs, il va parler de la cybersécurité. Parce qu'aujourd'hui, la cybersécurité, ce n'est pas un coût, c'est une valeur ajoutée pour l'entreprise et il faut que ça soit porté par la direction générale. Alors justement, dans votre nouveau métier, j'allais dire, enfin, nouveau métier de Niji, vous pouvez nous expliquer un petit peu comment vous arrivez à convaincre ou quel est le moyen le plus simple de convaincre les entreprises donc, de se protéger? On en parlait tout à l'heure, c'est pas simple de sensibiliser les entreprises. Pourtant, là, je pense qu'après un débat comme celui-ci, on a compris que, voilà, les sauvegardes, il faudrait être plus attentif. Puis 2, on est tous concernés par ce sujet. Mais vous avez une technique quand même? Oui. Alors, nous, dans notre activité, donc, on a une activité de conseil et d'expertise. On fait beaucoup d'audits, beaucoup de tests d'intrusion, d'audits organisationnels. Et c'est vrai que c'est parfois difficile de convaincre des entreprises de taille intermédiaire de se lancer dans la démarche parce que c'est vrai qu'elles veulent souvent avoir la solution. Ils nous disent oui, mais moi je ne veux pas dépenser d'argent dans un audit alors que je sais déjà que je ne suis pas bien, dites-moi ce qu'il faut qu'on fasse. Et en fait, on ne peut pas arriver, nous, avec des solutions toutes faites, c'est pas possible. En fait, il n'y a pas de martingale, sinon tout le monde le ferait et puis ce serait simple. Et donc, moi, ce que je conseille systématiquement aux clients qui n'ont pas démarré vraiment de démarche dans le domaine, c'est de faire des tests d'intrusion. Externes et internes, ça dépend de leurs activités. S'ils sont très ouverts sur l'Internet, c'est important. Et puis sinon de l'interne, parce qu'en faisant des tests d'intrusion interne, nous, en fait, on va utiliser les mêmes méthodes d'attaque que les ransomware. Ça veut dire qu'on va essayer de se propager de la même manière qu'eux, on va exploiter les mêmes failles qu'eux, et donc en trouvant ces vulnérabilités et en donnant les recommandations au client, il a quasiment la garantie que le jour où ça arrive, ça aura moins d'impact que si on ne les avait pas identifiés. Voilà. Il y aura quand même des dégâts, mais on peut raisonnablement penser qu'il y en aura moins. Et puis surtout à court terme, c'est une bonne entrée en matière sur le sujet. Ça permet de se projeter ensuite sur une vision un peu plus organisationnelle des choses, en étant un peu rassuré quand même sur le pire. Je pense qu'il y a un coût financier qui est non négligeable. Je crois que c'est un rapport de la gendarmerie qui a estimé le coût d'une attaque pour une PME en France à 300 000 €.
Donc 300 000 euros de coûts à financer pour une PME, c'est énorme. Et c'est la raison pour laquelle il y a une PME sur 2 qui fait faillite dans les 6 mois qui suivent l'attaque. Parce que souvent, vous risque non couvert, pas capable incapacité à gérer les frais générés par cette attaque. Donc c'est aussi un élément financier, ce qui est encore une fois extrêmement important. Et encore une fois, j'insiste un peu lourdement et vous m'en excuserez, mais d'où l'importance d'avoir une direction générale qui s'occupe et qui prend ce sujet-là à bras-le-corps. Moi, je voudrais peut-être revenir sur le facteur humain que vous avez évoqué, qui est effectivement fondamental. En ce qui concerne Ouest France, je vais vous apprendre quelque chose. On a des journalistes et des journalistes, ça a une particularité, c'est que ça reçoit beaucoup de mails et beaucoup de pièces jointes. Donc, et qu'ils adorent cliquer dessus. Donc forcément, les risques associés au phishing, associés à des virus qui sont dans ces pièces jointes sont très importants. Donc on a développé, enfin, à l'initiative toujours du même, de notre RSSI, on a développé des modules. Et c'est pas un module, on a 12 modules qui ont été développés pour petit à petit, ça ne se fait pas en 3 semaines, ça prendra du temps, mais pour faire de la pédagogie, faire des tests, et petit à petit que vos salariés deviennent évidemment plus à l'aise, plus matures avec ces problématiques-là, parce que souvent ça passe par là, et en ce qui nous concerne, c'était passé par une pièce jointe, bien évidemment. Il y a un point aussi qui est important, on parle de cybersécurité, et il y a une corrélation qui est absolument importante à faire maintenant, c'est la corrélation entre cybersécurité et sécurité physique. Parce que vous pouvez avoir, si vos locaux sont des gruyères, et je parle avec une entreprise qui avait fait un test d'intrusion, et en fait, la société qui faisait le test d'intrusion, ils sont juste venus déposer un mouchard sur l'imprimante en se faisant passer pour la maintenance. Et écoutez, au bout de 6 mois, l'entreprise est revenue, vous n'avez rien fait, on n'a rien vu, vous n'avez pas attaqué, etc. Ah non, mais en fait, 48 heures après la signature du contrat, on a mis un mouchard sur votre imprimante et en fait, on a pu savoir tout ce qui se passait dans votre entreprise. Donc en fait, je pense qu'il y a aussi une corrélation de plus en plus entre sécurité physique et cybersécurité. Donc c'est encore une fois qui renforce le fait que la cybersécurité est vraiment un sujet transverse et qu'il faut absolument prendre le sujet dans toute sa globalité avec le juridique, l'organisationnel et puis la sécurité physique. Oui, je posais la question, justement, le réglementaire a un petit peu aidé, entre autres le RGPD, ça a peut-être sensibilisé les entreprises sur le fait de mettre des process en route, peut-être aussi accompagné par d'autres acteurs de l'entreprise. On parlait des experts comptables, des commissaires aux comptes. Il y a peut-être aujourd'hui quand même plus de sujets qui sensibilisent le chef d'entreprise pour mettre en place ces démarches. Ah bah oui, il y a il faut aussi positiver par rapport à ce sujet. Il y a une vraie évolution en la matière. Moi, ça fait 25 ans que je travaille dans ce métier, donc j'ai quand même vu l'évolution, et notamment ces dernières années. C'est vrai que le RGPD a joué un rôle, même si c'est pas toujours encore bien compris, même si c'est évidemment vécu comme une contrainte, parce que c'en est une. Il y a quand même plein d'intérêts aussi au RGPD, et c'est vrai que c'est dommage qu'il n'y ait pas un RGPD mondial d'ailleurs, parce que ça faciliterait grandement les échanges, notamment les échanges commerciaux, parce qu'aujourd'hui on vend aussi de la donnée, c'est très important. Mais ça a permis de rendre plus légitime le fait d'intégrer la sécurité au plus tôt dans les process, dans les développements logiciels, etc. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on est plus prêt à le comprendre. Ça ne veut pas dire qu'on le fait bien, ça ne veut pas dire qu'on le fait ou qu'on le fait bien, mais au moins on sait qu'on doit le faire. Voilà. Et ça, déjà, c'est important. Et nous, on voit des clients qui nous viennent aussi grâce à ça. Peut-être pour ajouter encore un paramètre dans le vécu, il y a une complexité supplémentaire quand vous êtes un groupe, parce que les infrastructures technologiques ont changé. Il y a des dizaines d'années, c'était simple. Un groupe, il avait une informatique centralisée et c'était plus facile à appréhender la sécurité. Aujourd'hui, notamment pour des raisons de réactivité, d'agilité des entités, vous avez dans les groupes des DSI éclatés. Et il faut toujours avoir en tête que, évidemment, elles sont interconnectées encore plus, ces différentes DSI. Et donc, attention à la petite structure, à la petite entité qui peut être le maillon faible et le point d'entrée en cas d'attaque. Donc, la sécurité doit vraiment être appréhendée de façon globale et pas simplement sur la maison mère, pour prendre un exemple. Et ça amène aussi la problématique du cloud, parce que de plus en plus, on parle de cloud, même des clouds hybrides, entre savoir si avoir une DSI internalisée, et puis un cloud. Mais en fait, avoir un cloud, c'est absolument pas
ça ne sécurise pas en fait vos données. Ça ne veut pas dire que parce que vous avez confié vos données à un tiers que vos données sont sécurisées. On peut déjà voir ce qui s'est passé chez OVH avec l'incendie. Déjà, ceux qui n'avaient pas de sauvegarde et qui n'avaient pas testé le sauvegarde, c'était perte pour eux. Et puis après, on ne peut pas confier ces données à un tiers sans avoir soi-même mis un certain nombre de règles en place. Et donc, encore une fois, c'est extrêmement important, par exemple, d'avoir une gestion des accès au cloud, etc. Et puis, aussi une préparation dans un cloud, ça se prépare parce que si vous aviez déjà des failles dans votre système existant, le fait de les exposer dans le cloud, ça démultiplie le risque, tout simplement. Donc, les architectures techniques ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est aussi à prendre en considération. Donc, attention au raccourci de dire, bah non, mais j'ai mis mes données dans le cloud, donc c'est bon, je suis protégé. C'est un raccourci qui a ses limites très rapidement. Et quelle que soit la taille de l'hébergeur. On est tout à fait d'accord. Alors justement, on va peut-être faire un dernier tour de table pour, j'allais dire, peut-être chacun soulever le premier conseil. On a vu qu'on a bien insisté, il faut se protéger. Les cyberattaques, ça touche tout le monde, on ne sait pas quand, mais ça va nous arriver. Donc voilà, conseil numéro 1 pour vous, capitaine Vignon. Le premier conseil pour moi, c'est effectivement la sensibilisation des employés et des gens qui circulent dans l'environnement de travail. Ça, c'est primordial. Il faut qu'ils sachent à minima les travers d'un client de messagerie, même si aujourd'hui c'est devenu indispensable. Il faut savoir aussi s'en protéger. Il y avait la notion du stagiaire comme ça dans l'entreprise qui constitue parfois un danger quand justement l'accueil n'est pas fait ou les process de sécurité sont méconnus. D'accord. On fait un test de stagiaire. On fait ça. On fait le test de stagiaire. Ouais, c'est exactement le même conseil, mais je vais quand même en donner un autre pour me différencier. Je reviens sur la communication. C'est quelque chose de fondamental. Et la communication, elle est à plusieurs facettes, puisque vous communiquez auprès de vos salariés, vous communiquez auprès d'instances. La preuve, nos assureurs, la preuve, la CNIL, on l'évoquait tout à l'heure, auprès des parties prenantes, auprès de vos clients. Donc c'est beaucoup de communication et il faut y revenir. Je prends juste un exemple qui est nos lecteurs, nos abonnés. Effectivement, lorsque vous avez un incident de ce type, il y a spontanément une cote de sympathie parce que vous montrez une fragilité, vous montrez une difficulté, donc les gens vous soutiennent. Mais quand vous êtes en mode dégradé pendant 2 semaines, le soutien, ça me nuise bizarrement un peu. Et donc vous êtes amené à recommuniquer régulièrement. Et donc c'est pareil, c'est très très important de préparer tout ça, quoi. Moi, je dirais que l'enjeu clé aujourd'hui des entreprises, c'est de construire des organisations qui soient résilientes. Et pour qu'une organisation soit résiliente, il faut qu'elle ait anticipé son risque, qu'elle le connaisse, qu'elle ait cartographié. Et ça ne s'invente pas, c'est propre à chaque entreprise, chaque stratégie d'entreprise. Ça, c'est le premier point. 2, après, il faut se préparer. C'est-à-dire qu'il faut avoir mis en place des processus, des organisations, des actions de sensibilisation. Et après, il faut répéter. Donc une crise, ça se répète, ça se prépare, et il n'y a pas d'improvisation. Donc en fait, ça c'est un cercle vertueux. Et après, on apprend des exercices et on apprend des vraies crises et on apprend de ces retours d'expérience pour créer un cercle vertueux et pour renforcer en permanence la résilience de son entreprise. Donc aujourd'hui, le vrai objectif des directeurs généraux, des dirigeants sur leur entreprise par rapport à la cybersécurité, c'est de construire des organisations résilientes. C'est pas simple, parce que je passe le dernier, donc ils ont tout dit. Non, moi je dirais, voilà, se préparer, je pense que c'est pour moi la chose qui me paraît la plus importante, et se tester. Je sais que j'avais vu une conférence de votre collègue justement RSSI qui parlait de ça. Les exercices de crise, par exemple, ne pas attendre, je trouvais très vrai ce qu'il disait, ne pas attendre de se sentir prêt pour faire un exercice de crise. À la limite, il faut faire un exercice de crise dès demain, et puis comme ça on verra comment on réagit. Donc voilà, se tester, c'est important. Puisqu'on a parlé des pertes potentielles, même pour des PME, vous pouvez nous dire combien ça coûte un test, par exemple ? Aujourd'hui, alors des tests d'intrusion, ça coûte pas très cher. Ça commence à 5 000 €. Vous pouvez déjà faire un petit test qui va déjà vous en dire beaucoup. Donc finalement, c'est pas très cher, même pour des petites structures. C'est des choses qui sont tout à fait acceptables. Puis après, de toute façon, un audit, c'est jamais, honnêtement, par rapport à ce qu'on va en retirer, c'est jamais très cher. Franchement, jamais très cher.
Très bien, écoutez, merci. Je pense que là, on a donné plein de conseils pratiques. C'était pas hyper technique, mais si les gens n'ont pas compris, et vous, chef d'entreprise, voilà, que c'était un sujet sérieux qui mettait en péril votre entreprise et vos salariés, on aurait raté notre débat. Et je pense que ce n'est pas le cas. Merci encore. Merci à vous. Merci. Merci.